Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Dr Papers. Aujourd'hui je vais vous parler d'un article, je vais faire une vidéo assez longue pour vous parler d'un article un peu nauséabond, un peu avec des relents racistes. Si je fais cette vidéo, c'est principalement parce que je réfléchissais à un moyen de contribuer au mouvement Black Lives Matter en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider. Et coïncidence ou pas, il y a cet article qui a été abondamment relayé et critiqué sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, j'aurais pu choisir une solution finalement assez simple, la solution de facilité, et puis chercher un article de psychologie sociale relativement actuel qui parle plus ou moins du racisme pour expliquer ce que dit cet article. Et puis finalement, j'ai choisi la solution un peu plus compliquée, c'est-à-dire de dire que les chercheurs ne sont pas dans une tour d'ivoire à contempler le monde et essayer d'expliquer ce qui se passe, ce qu'ils voient, mais que les chercheurs, il y en a certains d'entre eux qui sont racistes, il y en a certains d'entre eux qui voient le monde de manière un peu différente de tout le monde, et que on est tous aussi victimes de biais, que les éditeurs ne sont pas forcément tous extrêmement rigoureux par rapport à ces problèmes, et que ça fait du bien aussi des fois de voir des chercheurs sur Twitter se plaindre de ce genre de pratiques et dénoncer des choses qui ne sont pas normales, comme par exemple des articles qui, sans être directement racistes, ont quand même tout un tas de similitudes avec des articles qui pourraient être qualifiés de racistes. Je vais vous expliquer de manière très détaillée ce qui se passe dans cet article, et puis après ce sera à vous de faire votre avis et de savoir si vous pensez que cet article est raciste ou non. Donc cette vidéo, je l'ai un peu pensée de manière journalistique, tout en gardant un petit peu de recul scientifique derrière, en me disant, on va faire un petit peu une découpe temporelle de ce qui s'est passé, en disant, voilà, l'article a été publié à telle date, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, date par date, comment les chercheurs ont petit à petit critiqué les méthodes qui ont été utilisées dans cet article et puis les conclusions qui en sont tirées, pour ensuite vous dire voilà où on en est à l'heure actuelle et voilà ce qui va se passer dans le futur par rapport à cette recherche. Donc en fait, cette vidéo sera en 3 parties. La première partie, c'est l'explication de l'article. J'ai lu moi-même l'article pour m'en faire une idée. Une deuxième partie qui est, disons, un regroupement, un résumé de toutes les critiques qui ont été faites sur l'article. Et un troisième point qui est quelle va être la suite, quelle suite donner à cet article et quelles sont les possibilités pour cet article et pour les chercheurs qui sont associés à cet article. Donc cet article, il n'a pas été publié il y a très peu de temps, il a été publié le 11 octobre 2019, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais c'est qu'à partir il y a quelques jours qu'on a commencé à en parler. En fait, ça fait à peu près depuis le 1er juin qu'on a commencé à en parler et que plusieurs chercheurs se sont mis à le lire, à essayer d'en tirer différents tests statistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, et que d'autres chercheurs ont discuté sur l'éthique que pose, les problèmes éthiques que pose cette recherche. Donc l'article s'appelle « Le déclin dans la religiosité prédit l'augmentation des crimes violents », mais pas parmi les pays avec un QI relativement élevé. Sous-entendu, moins on est religieux, plus on est violent, sauf si on est très intelligent. Alors là, on se dit, bon, c'est un peu bizarre comme hypothèse, mais bon, pourquoi pas. Allons voir un petit peu plus loin. Pour l'instant, pas trop de lien avec le racisme. Bon, peut-être un peu avec le QI, il faut voir, mais a priori, pas de raison de douter de cette étude. Donc l'article est composé de 2 expérimentations, ou plutôt 2 études. On va le voir que ce ne sont pas des expérimentations, c'est tout le problème. Et ces 2 études ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de montrer un lien entre le fait d'être religieux et le fait d'être violent, ou plutôt le fait de ne pas être religieux et le fait d'être violent, et un lien de médiation avec le QI, c'est-à-dire qu'il y aura un lien entre le fait d'être intelligent ou non et le fait de faire des crimes violents. Tout l'enjeu de cette étude, tout l'enjeu de cet article, c'est de comprendre comment on va mesurer le QI par pays, comment on va mesurer les crimes violents par pays et comment on va mesurer la religiosité par pays. Et c'est là où va se trouver l'essentiel des problèmes liés à cet article. Pour la première étude, les auteurs nous disent qu'ils ont 1046 observations de 176 pays sur 45 ans. Évidemment, quand on nous dit ça, on se dit « Oh, dis donc,
c'est pas mal, on a pas mal de données, sur des données longitudinales qui durent au cours du temps, ça paraît très important, on a des choses rigoureuses. Ils nous disent que la religiosité, elle est mesurée comme le pourcentage de la population qui se déclare religieuse. Et ça, c'est important, on ne mesure pas le degré de religiosité d'une personne, on mesure le degré de religiosité d'un pays. Et déjà, le premier problème qu'on peut soulever à ce niveau-là, c'est que l'immense majorité des pays au monde sont très religieux. La France fait figure d'exception. La France est l'un des seuls pays au monde dans lequel on a une majorité de personnes qui se disent sans religion, athées, agnostiques, etc. La plupart des pays se disent religieuses, et quand on regarde l'ensemble des pays, il y a l'immense majorité des pays qui ont 100% ou très proche de 100% de religieux. Évidemment, il y a déjà un petit problème à ce niveau-là. Pour le QI, c'est pareil. Quand on fait un test de QI, eh bien, on a son score individuel. Les chercheurs ne vont pas mesurer de score individuel, ils vont mesurer le score, le QI, par pays. Et pour les pays manquants, c'est-à-dire pour les pays pour lesquels on n'a pas ces scores de QI, ils vont faire la moyenne des pays autour. Alors ça a plutôt du sens de faire ça. Par exemple, imaginons que je n'ai pas le QI des personnes vivant en France, je vais prendre le QI des personnes vivant en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, et puis je vais faire une moyenne, et normalement j'aurai à peu près, dans une petite fourchette, le QI des Français. Ça marche dans certains cas, s'il nous manque quelques pays. Le problème, et on va le voir très rapidement, c'est que pour la plupart des pays auxquels il manque ces tests de QI, ce sont des pays africains. Et le problème, c'est que quand on a dans un seul et même espace que très peu d'observations, alors que dans d'autres espaces, on a toutes les observations possibles, on va avoir un biais qui va faire qu'on va faire une moyenne qui est très différente du QI normal. Et enfin, pour mesurer les crimes violents, ils vont mesurer le taux d'homicide par pays, qui sont des chiffres qui sont donnés par l'OCDE, par les Nations Unies, l'ONU. Donc on peut se dire que c'est un chiffre relativement raisonnable, relativement sûr, dont on peut se fier. Donc là, pour le coup, on ne va pas forcément en dire grand-chose pour l'instant. Ensuite, ils vont utiliser une certaine méthode pour arriver à leur conclusion. Je détaillerai la méthode plus tard pendant les critiques qu'ont fait les chercheurs par rapport à cette méthode, sinon il va y avoir de la redite entre la méthode que je vais expliquer et la méthode qu'ils auraient dû utiliser, donc je garde ça pour la suite de la vidéo. Les conclusions sont un peu différentes de l'hypothèse. Les chercheurs ne voient pas de lien entre la religiosité et le nombre de crimes violents. Par contre, ils voient un lien entre le QI et le nombre de crimes violents. Moins on est intelligent, plus on est religieux et plus on est violent. Ça, c'est ce que disent les chercheurs. Ensuite, après cette étude 1, les chercheurs ont fait une seconde étude. Enfin, ils disent avoir fait une seconde étude, mais quand on lit la méthode, on se rend compte qu'en fait, ils ont utilisé exactement les mêmes données que pour l'étude 1. Ils n'ont pas fait deux expérimentations différentes avec de nouveaux participants ou quoi que ce soit. Non, ils ont pris exactement les mêmes feuilles de données, mais ils ont fait des calculs différents. Évidemment, les résultats sont les mêmes. Les personnes qui ont un QI très haut sont moins religieux et sont moins violents. Les personnes avec un QI très bas sont plus religieux et sont plus violents. Donc, que concluent les auteurs par rapport à leurs études? Que la religiosité n'a pas de lien avec les crimes violents dans les pays où les personnes sont très intelligentes, mais que la religiosité a un lien avec les crimes violents dans les pays où les personnes ne sont pas très intelligentes. Évidemment, là, ce que je vous dis n'a pas de lien avec le racisme, étant donné qu'on n'a pas dit quels étaient les pays intelligents et quels étaient les pays pas intelligents. Et évidemment, vous avez compris qu'il va y avoir un lien très rapide qui va se faire entre les deux. Là, à ce moment-là, on est le 11 octobre, l'étude a été soumise à publication, elle a été ensuite publiée vers février 2020, et on n'en a pas vraiment entendu parler jusqu'à ce que Will Gervais, un chercheur assez connu et assez virulent sur Twitter, a fait un thread, donc un fil Twitter, pour expliquer les problèmes qu'il avait avec cette étude. Alors ne cherchez pas ce thread sur Twitter, vous ne le trouverez pas. Regardez ce qui est écrit sur Twitter. This tweet from Will Gervais has been withheld in France based on local law. En fait, les lois françaises interdisent aux chercheurs qui se plaignent qu'une étude est raciste de dire sur Twitter que l'étude est raciste. Bienvenue en démocratie française. Alors, que dit Will Gervais dans son fil Twitter? Il dit une chose très importante, c'est que la clé pour comprendre cette étude, c'est de savoir d'où viennent les tests de QI qui ont été faits. Ces tests de QI, l'étude date de 2020, hein. Ces tests de QI proviennent d'une base de données qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Lin en 2012 sur la majorité des pays africains. Lin, c'est un chercheur très particulier qui voulait montrer qu'il y avait un lien entre l'intelligence et la génétique. En fait,
Dans son étude de 2002 et dans son étude de 2012, son objectif était de montrer que les Africains étaient moins intelligents que le reste de la population, que le reste des humains. L'objectif est un objectif clairement assumé comme étant raciste. Lynn est une personne qui se dit clairement raciste. Pour lui, les Africains ne sont pas intelligents. Le problème, c'est que les chercheurs en ont rajouté une couche par rapport à ces données de Lynn, parce que Lynn, il est allé dans certains pays africains, il a mesuré le QI, on verra un peu plus en détail de manière complètement frauduleuse. Mais c'est ce qu'ont rajouté ces chercheurs par rapport à ça, c'est que pour les pays auxquels il manquait des données, ils les ont pris à partir des données de Lynn, qui sont déjà des données fausses. Donc, si on a un pays où Lynn a dit, bah eux, ils ont un QI de 70, sous-entendu, ils ont un retard mental, tous les pays autour ont aussi un QI de 70, c'est-à-dire que tous les pays autour ont aussi un retard mental. Et ça, évidemment, c'est un énorme problème de dire, bah, on va imaginer le QI des pays africains à partir du QI d'autres pays africains qui déjà ont un biais. Ça amène Will Jarvey à regarder quels étaient les 10 pays qui, d'après ses auteurs, avaient le QI le plus faible. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, on retrouve le Tchad, le Lesotho, Haïti, Sao Tomé, le Libéria, la Guinée équatoriale, le Gabon, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Niger, Togo, que des pays africains ou avec des personnes noires dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 0,60, 0,59, 0,50, en fait, c'est le QI moyen de ces pays. Si vous ne savez pas comment interpréter un QI, c'est très simple. Le QI, en fait, on force la moyenne du QI à être à 100. Et ensuite, on a un écart type par rapport à ce QI qui est de 15. Sous-entendu, quand on est à 115, on est relativement plus intelligent que la moyenne. Quand on est à 130, on est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Quand on est à 85, on est moins intelligent que la moyenne. Et quand on est à 70, on est bien moins intelligent que la moyenne. Au-dessus de 130, on dit qu'on est surdoué. Et en dessous de 70, on dit qu'on a un retard mental. Et bien ces pays-là, on nous dit, voilà, en moyenne, les habitants du Niger ont 20 points de QI de moins que quelqu'un qui a un retard mental. Voilà ce que ça veut dire. C'est évidemment un énorme problème d'avoir ce genre de données où on dit, ben voilà, ces habitants-là, dans ce pays-là, ils sont tous complètement stupides. Voilà, c'est comme ça, c'est les données. Tu peux pas avoir tort parce que bah, ce sont les données. Donc, soit tu fais toi-même tes tests et puis tu regardes, et sinon, bah, c'est les données qu'on a. Ce que nous disent les chercheurs, d'ailleurs, dans leur article de 2020, c'est que ce sont les meilleurs types de données disponibles aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas le cas, ce sont des données frauduleuses, mais c'est ce que disent les chercheurs dans leur article. Le problème avec cette liste que je suis en train de vous présenter, c'est qu'aucun de ces pays n'a été testé. Tous ces pays-là proviennent d'une agrégation par rapport à des pays alentours. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que ces 10 pays-là possèdent en majorité des citoyens débiles, sachant qu'aucun citoyen n'a été testé dans ces pays-là. Et donc, entre le 1er juin et à peu près le 12-13 juin, il y a eu un certain nombre de chercheurs qui ont un peu pris la parole, qui ont discuté tout ça. J'ai un peu perdu le fil de tout ce qui a été dit. C'est qu'à partir du 12 juin où j'ai vraiment commencé à faire une sélection de tout ce qui était dit sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que le 12 juin, le journal dans lequel a été publié cet article, qui s'appelle Association for Psychological Science, a publié un petit message sur Twitter où il dit « Nous sommes au courant qu'il y a un problème avec cet article, on va le résoudre dans notre coin de manière non transparente, on gère à notre façon le business ». Ce même jour, donc le 12 juin, Ulrich, ou Ulrich, je ne sais pas comment il s'appelle, Schimak, a fait un petit fil Twitter où il dit que c'était pas normal que l'étude soit préenregistrée. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un certain nombre de revues actuelles, de journaux scientifiques, on a ce qu'on appelle des badges. Les badges, ça veut dire que quand on regarde l'article, on a des petites badges, des petits icônes au niveau de l'article qui nous dit, bah voilà, cet article, on lui donne un bon point parce qu'il a été préenregistré, cet article, on lui donne un bon point parce que ses données sont disponibles, cet article, on lui donne un bon point parce qu'il partage son code. Et c'est plutôt, disons, une sorte de nudge, une sorte de petit coup de pouce pour les amener à améliorer leur pratique de recherche. Ici, on est face à un article qui utilise déjà des données précédentes, qui, dans leur préenregistrement, expliquent qu'ils ont déjà fait leurs analyses, et qui ensuite a préenregistré des analyses qu'ils ont déjà faites, c'est-à-dire exactement le contraire d'un préenregistrement. Et donc ce que dit Ulrich Schimak à ce moment-là, c'est que c'est pas normal de préenregistrer quelque chose quand dans le préenregistrement on nous dit
que l'analyse a déjà été faite avant le préenregistrement. Alors on peut se dire que c'est un peu anecdotique, mais ça montre quand même que, a priori, les reviewers ou les éditeurs de cet article n'ont pas lu le préenregistrement, ou l'ont mal lu, ou s'en fichent, et qu'il y a des sérieux problèmes liés au mécanisme de peer reviewing de cet article. Le même jour se trouve un fil Twitter de Rebecca Suhr qui est, disons, le fil Twitter le plus important que je vais développer dans cette vidéo, parce qu'en fait c'est une chercheure qui a travaillé justement sur le QI des personnes qui habitent en Afrique et qui a déjà travaillé sur les bases de données de Lynn, donc ce chercheur raciste qui fait n'importe quoi avec les données des Africains. Et elle explique que Lynn, en fait, elle prend plusieurs pays et plusieurs bases de données qu'a utilisé Lynn dans son article pour expliquer ce qui s'est passé. Et par exemple, elle explique ce qui s'est passé pour le pays des Éthiopiens. En fait, ce qu'il a fait, Lynn, c'est qu'il est allé en Israël, qu'il est allé dans un camp de réfugiés éthiopiens, qu'il est allé en fait, il a fait passer des tests à des enfants éthiopiens en Israël qui souffraient de malnutrition. Donc on a des enfants coupés de leur famille, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des trucs affreux, qui n'ont pas de nourriture adéquate pour pouvoir se développer correctement, qui n'ont pas de toit, qui n'ont rien, qui n'ont pas suivi d'éducation, qui n'ont rien. Il leur fait passer des tests, et évidemment ces enfants qui ont des problèmes développementaux, parce qu'ils ont eu des problèmes environnementaux, ils ont eu un tas de carences de partout, il se rend compte que ces enfants, ils ont un QI de 50, 60, 70, et il dit, eh bien, si ces enfants-là ont un QI de 70, c'est que toute la population éthiopienne a un QI de 70. De l'autre côté, si on prend par exemple le Botswana, Lynn est allé dans une école privée pour mesurer le QI des enfants de cette école privée. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est qu'en moyenne, au Botswana, dans cette école privée, les enfants ont un QI de 140. Donc, je vous ai dit, 130, c'est on est surdoué. Et donc là, les enfants ont en moyenne un QI de 140. Et c'est pas grave, le pays Botswana a un QI de 140. Les Botswanais sont aussi intelligents qu'Einstein en moyenne. Et en plus de ça, si on revient juste une dernière fois sur les Éthiopiens, c'est que ce qu'a fait Lynn, c'est qu'il a pris 707 enfants éthiopiens pour parler du pays d'Éthiopie. Je ne sais pas si vous savez combien il y a d'habitants en Éthiopie, il y en a 112 millions, il y en a en fait le double qu'en France. Imaginez qu'en France, on prenne 300 enfants et qu'on dise le QI moyen des Français correspond au QI moyen de ces 300 enfants. Même si ces enfants vont bien, même si ces enfants ont une bonne éducation, n'ont pas perdu leurs parents, ne souffrent pas de malnutrition, comment on pourrait se dire que ces 300 enfants représentent l'intelligence moyenne de tous les Français? C'est pas possible. C'est exactement ce qu'il a fait avec ses enfants éthiopiens. De manière générale, c'est ce qu'il a fait avec l'ensemble des pays africains. Donc c'est vraiment pas possible d'utiliser ces données, même s'il l'avait fait pour des manières qui n'étaient pas racistes, et même si ses conclusions n'étaient pas les conclusions qu'il a données, on ne pourrait pas les utiliser pour une nouvelle recherche de ce type-là. Voilà pour les fils Twitter qui sont apparus le 12 juin. Maintenant, on passe au jour d'après, le 13 juin, avec le fil de Keith Rose, qui est un chercheur qui ne s'est pas vraiment intéressé aux données. Il ne s'est pas non plus intéressé aux analyses statistiques. Il s'est intéressé à l'éthique de cette recherche. C'est-à-dire, l'éthique, c'est les bases sur lesquelles se trouve cette recherche, les bases théoriques et les conclusions qu'on peut apporter à cette recherche. Et voilà ce qu'il dit. Donc le lendemain, le 13 juin, il y a Keith Rose qui a lui aussi fait un fil Twitter qui est un peu différent des autres. C'est un fil Twitter qui ne se base pas sur les données, qui ne se base pas sur la méthode, sur les statistiques, et il se base sur l'éthique de cette recherche. Ce que dit Keith, c'est imaginons que les données soient justes. Imaginons qu'il n'y ait rien de raciste dans l'utilisation du QI. Imaginons que les analyses statistiques soient justes. Imaginons que tout ça soit juste. Quelle est la conclusion que l'on devrait tirer de cet article? La conclusion de cet article, c'est qu'il y a une corrélation. La conclusion de cet article, c'est qu'on observe des pays religieux, des pays non religieux, des pays avec un QI élevé, des pays avec un QI moins élevé, des pays avec un taux d'homicide fort et un taux d'homicide moins fort. Ce que l'on peut dire, c'est, si les résultats sont justes, les pays où le QI est le plus élevé correspondent aussi aux pays où le taux d'homicide est le moins élevé et correspond aussi aux pays où le taux de religiosité est le plus faible. Voilà, donc corrélation. Et ça, c'est pas du tout ce qu'ont dit les chercheurs. Ce qu'ont dit les chercheurs, c'est parce que ces personnes ne sont pas religieuses
et ont un QI très faible, qu'elles sont violentes. Donc une relation de causalité. Corrélation n'est pas du tout la même chose que causalité. Le deuxième problème qu'il évoque, c'est un problème dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, c'est qu'il y a une incompréhension de ce que c'est que le QI et de ce que c'est que le taux d'homicide. Le QI se mesure au niveau individuel. Si toi tu es intelligent ou si toi tu es moins intelligent, on varie tous autour de la moyenne, tu vas avoir plus ou moins de risque d'être violent. Et ce serait intéressant de faire une expérimentation pour le montrer. Mais si on le fait au niveau du pays, alors ça n'a plus aucun intérêt. Le QI se mesure au niveau de la personne, pas au niveau du pays. Pourquoi ? Parce que quand on crée le QI, on l'étalonne à 100. La moyenne est à 100. Donc ton pays aura toujours un QI de 100. Et donc si on veut faire des comparaisons entre pays, les comparaisons seront toujours hasardeuses parce qu'il y aura toujours la barrière de la langue. On ne peut pas comparer des pays qui ont des langues différentes sur un test qui mesure l'aptitude que l'on a à la langue. Et donc ces chercheurs se basent sur une mécompréhension de la théorie de l'intelligence et surtout ils créent des conclusions de causalité là où les conclusions sont des conclusions de corrélation. Ils ont des conclusions qui devraient être neutres et nuancées. On observe une relation entre ceci et cela et on a une conclusion qui est absolument pas nuancée et causale. C'est parce que les Africains ne sont pas intelligents qu'ils sont violents. C'est ça la conclusion en filigrane des chercheurs. C'est parce que les Africains ne sont pas intelligents qu'ils sont violents. Le 14 juin, j'ai pas vu de fil Twitter sur le sujet. Je pense que les chercheurs se sont un peu calmés ou ont préparé la suite. Et donc, pas grand chose à vous dire pour ce jour-là. Le 15 juin, maintenant, Ulrich Limack, dont on a parlé juste avant, il a fait non pas un fil Twitter, mais il a fait un billet de blog dans lequel il a essayé de faire jouer les données qu'il avait à disposition parce que les chercheurs ont de manière parcellaire donné leurs données sur un site qui s'appelle OSF qui permet de mettre les données liées à des études et il s'est amusé à essayer de comprendre comment ces données fonctionnaient. Donc là on attaque la partie statistique de la vidéo, accrochez-vous un peu. Le principe d'une variable en psychologie et de manière générale en sciences, c'est qu'elle suit la loi normale. Qu'est-ce que c'est que la loi normale ? Ça signifie que la plupart des personnes vont se retrouver proches de la moyenne, et puis plus on va s'éloigner de la moyenne, moins il va y avoir de personnes qui vont être dans cette observation. Par exemple, si on veut mesurer la taille moyenne des Français, eh bien on va dire, c'est un exemple que je donne, la taille moyenne des Français est de 1,72 m. On va prendre 100 Français, on va se rendre compte que la majorité de ces Français sont entre 1,69 m et 1,76 m, 77. Bon. En gros, l'immense majorité des personnes se trouvent proches de la moyenne. Il va y avoir très peu de personnes qui vont faire 1,65 m et très peu de personnes qui vont faire 1,85 m. Et il va y avoir encore moins de personnes qui vont faire 1,50 m et de personnes qui vont faire 2 m. Et donc, plus on est proche de la moyenne, plus il va y avoir de personnes. Et plus on va être loin de la moyenne, moins il va y avoir de personnes. L'immense majorité des variables en sciences suivent la loi normale, c'est-à-dire suivent cette loi où il y a beaucoup de personnes proches de la moyenne et très peu de personnes éloignées de la moyenne. Pour faire des tests statistiques en psychologie, on est obligé d'avoir des variables qui suivent la moyenne, qui suivent la loi normale. Et si elle ne suit pas la loi normale, il faut la transformer pour qu'elle réussisse finalement à suivre la loi normale. Et les chercheurs ont utilisé des données qui ne suivaient pas la loi normale. Par exemple, la religiosité, je vous parlais au tout début de la vidéo, je disais ça un peu comme une anecdote, mais en fait c'est très important. L'immense majorité des pays dans le monde entier sont très religieux. Et il y a très peu de pays qui ne sont pas très religieux. La France est vraiment une exception. Et donc, quand on regarde un graphique du taux de religiosité par pays, en fait, on a l'immense majorité des pays avec 100% de religieux, aucun pays avec 0% de religieux, et l'immense majorité des pays entre 50% pour la France et 100% où il y a vraiment la majorité des pays. Et donc, ça ne suit pas du tout la loi normale, en fait. Et en fait, ça suit la loi exponentielle, c'est-à-dire qu'à 0, il n'y a aucun pays qui est à 0% de religieux. Qu'à 50%, il y a très très peu de pays. Et puis à 100% de religieux, il y a la plupart des pays. Donc une loi exponentielle. Et pour ça, on ne peut pas utiliser cette variable directement dans nos tests statistiques. Et c'est pareil pour le taux de criminalité. C'est plutôt le contraire pour le taux de criminalité. L'immense majorité des pays a un taux de criminalité extrêmement faible. Et il y a très très peu de pays où le taux de criminalité est élevé. Donc on n'a pas du tout une loi normale, on a aussi une loi exponentielle vers 0, où l'immense majorité des pays a très très peu de crimes. Et donc, ce qu'a fait Ulrich Limack sur son billet de blog, c'est qu'il a transformé ces deux variables en logarithmes pour leur faire suivre la loi normale. Et ensuite, il a relancé les tests. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Exactement les mêmes résultats que les auteurs, au final.
Sauf que quand il a mis des covariables dans l'analyse, par exemple le niveau de vie, ou par exemple le taux d'éducation, en fait il s'est rendu compte que l'intelligence jouait pour très peu, voire était toujours insignifiant, non significatif dans l'analyse. Par exemple, si on essaie d'expliquer pourquoi dans ce pays il y a beaucoup de crimes violents, et qu'on essaye de l'expliquer par le QI et par le taux de pauvreté du pays, en fait on se rend compte que le taux de pauvreté est beaucoup plus important que le taux de le QI n'explique en part de variance que 3% de la variance. Tout le reste est expliqué par le taux de pauvreté du pays. Donc en fait, peut-être que si on ne prend que le QI, on arrive à démontrer que ça a un lien avec le nombre de crimes violents, mais dès qu'on replace dans son contexte de qu'est-ce qui se passe dans ce pays, on se rend compte que ça vaut rien et que ça n'a aucun intérêt de prendre le QI, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui permettent d'expliquer pourquoi il y a des crimes violents dans ce pays. Donc en fait, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont pris très exactement la variable qui les intéressait, le taux de QI, pour pouvoir démontrer leur théorie qui était que les personnes intelligentes font moins de crimes violents que les personnes moins intelligentes. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très douteux de ne pas avoir essayé de prendre d'autres variables en compte et de faire en sorte de pouvoir montrer que ces variables étaient beaucoup plus importantes dans la compréhension des crimes violents. Et donc ce que dit Ulrich Stimac, c'est que l'être humain est quelqu'un de complexe, qu'un pays a énormément de variabilité parce qu'il se passe plein de trucs dans tous les pays et qu'on ne peut pas réduire une explication à une seule hypothèse causale. Il faut prendre plein de covariables quand on fait des recherches épidémiologiques. Donc pas des recherches expérimentales en laboratoire, mais qu'on fait des recherches sur une vraie population. Le même jour, Monica Thieux a aussi proposé son analyse statistique des choses. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle a réanalysé la deuxième étude de cet article et elle a démontré qu'en fait, d'après elle, les résultats étaient nuls. Nuls dans le sens zéro, pas dans le sens ils sont pourris, mais dans le sens zéro, il n'y a pas d'effet. Comment c'est possible? En fait, elle a fait un peu la même chose que Ulrich Stimac, si ce n'est qu'elle a un peu complexifié avec des histoires de multicollinéarité. J'ai pas tout compris parce que c'était la base en statistique est un peu trop complexe pour moi, mais l'idée c'est que pour savoir si un facteur a un effet sur un autre facteur, il faut contrôler tous les autres. Et ce qu'elle a fait, et en fait en contrôlant tous les autres, elle s'est rendue compte que celui-là n'avait pas d'effet sur le deuxième, et qu'en fait le QI, quand on contrôlait tous les autres facteurs, le QI n'avait pas d'effet sur le taux de criminalité. Donc en fait, ces résultats vont à l'encontre des résultats qui ont été faits par les auteurs. Donc il y a vraiment un problème statistique avec les résultats qu'ont trouvés les auteurs. Et enfin, le 16 juin, c'est le dernier fil Twitter, je vous promets, le 16 juin, il y a Pasco Firon qui a fait une lettre qu'il a rédigée pour ensuite l'envoyer aux éditeurs qui ont publié cette revue. Une lettre dans laquelle il prend tous les problèmes de données et les problèmes statistiques qui sont liés à cette étude pour leur faire une explication. Il reprend beaucoup des choses dont on a parlé déjà dans cette vidéo, donc ça je passe, mais il a ajouté plusieurs choses qui sont intéressantes, et notamment, rappelez-vous ce que je vous disais au tout début de cette vidéo par rapport aux données sur les crimes violents. Je disais que les données sur les crimes violents avaient été prises par, c'était des données de l'OCDE, des données qui a été faites par un organisme indépendant qui avait fait un rapport pour l'ONU des crimes qui étaient survenus entre 2000 et 2010 dans la plupart des pays du monde. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend ce rapport, il est écrit en gros en haut qu'il ne faut pas utiliser ce rapport pour faire des analyses statistiques. La raison est la suivante, c'est que il y a un problème avec les données où en fait en 2010 il y a eu énormément de crimes violents reportés en plus par rapport aux autres pays et les auteurs de cette étude ne comprennent pas pourquoi. Ils se sont dit dans le doute, c'est probablement il y a eu une erreur dans la manière dont on a pris ces résultats et donc il faut les garder année par année, mais il ne faut pas faire de comparaison entre les années parce que l'année 2010 est beaucoup trop importante par rapport aux autres années. Donc ne prenez pas ces données pour faire des analyses statistiques. Qu'ont fait les auteurs de l'étude, ils ont pris ces données pour faire des analyses statistiques. Alors qu'il était bien écrit dans l'étude qu'il ne fallait pas le faire. Alors, il faut faire attention, c'est pas forcément la faute aux chercheurs qui ont fait cette étude. En fait, les chercheurs qui ont fait cette étude ont pris une base de données qui était disponible sur un site internet qui reprenait les données de l'ONU. Donc peut-être que les chercheurs n'ont pas lu directement le rapport de l'ONU et qu'ils n'ont lu que ce qu'il y avait sur ce site internet. Donc peut-être qu'il y a eu une perte d'informations entre les deux. C'est pas forcément de la faute des chercheurs ce problème. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut soumettre aux éditeurs pour qu'ils comprennent qu'en fait on ne peut pas utiliser ces données. Voilà, après avoir fait le script de cette vidéo, je suis retourné sur Twitter pour faire d'autres recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait
beaucoup d'autres fils Twitter que j'avais loupés entre-temps et qui expliquaient un peu toujours les mêmes soucis que j'ai pu évoquer, que ce soit un problème de données, que ce soit un problème d'analyse, que ce soit un problème théorique, un problème des conclusions, notamment le fil Twitter de Michael Caine, entre autres, qui est, je crois, le premier fil Twitter sur le sujet. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Will Gervais qui a été le premier à alerter. Enfin bon, tout ça s'est joué un peu en même temps. Mais en tout cas, en regardant l'ensemble de ces données, je crois que j'ai fait à peu près le tour des arguments et des critiques qui ont été faites à l'encontre de cet article. Donc, je crois qu'on est prêt pour écouter la conclusion. Alors, au final, y a-t-il eu publication d'un article raciste ou pas? La question que s'étaient posée ces chercheurs au tout début de cette investigation était: y a-t-il un lien entre le fait d'être religieux, le fait d'avoir un QI plus ou moins élevé et le fait de commettre des crimes violents par pays? Le problème, c'est que la religiosité est présente dans tous les pays, donc on ne peut pas vraiment l'utiliser comme prédicteur, que les crimes violents proviennent de bases de données qui, d'après les auteurs de cette base de données, ne doivent pas être utilisées, et que les bases de données liées au QI proviennent de recherches faites par une personne qui est éminemment raciste, qui sont complètement biaisées parce que inutilisables, et qui, en plus, pour les pays manquants, ont été créés artificiellement à partir de ces données biaisées et qui proposent de dire que certains pays africains ont un QI inférieur à un retard mental. On ajoute à ces problèmes de données de graves lacunes statistiques, des problèmes de transformation, des problèmes de tests, des problèmes de mise en relation avec d'autres variables qui font qu'on a complètement raté l'importance du sujet. Et on ajoute à ça des conclusions, causalité, alors qu'en réalité l'étude est une étude corrélationnelle, avec une causalité qui dit les Africains, ils sont bêtes, et parce qu'ils sont bêtes, ils sont violents. Est-ce que c'est raciste? À vous de voir. Moi, je crois qu'il y a vraiment un problème dans cette étude, un problème certes de données, certes de statistiques, mais surtout un problème au niveau des conclusions, et qui est franchement nauséabond. Alors, quelle conclusion donner à cet article? Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai tourné la première partie de la vidéo. J'avais tourné un peu à chaud, c'est-à-dire que j'avais tourné à peu près au moment où les chercheurs discutaient de ce papier. Et puis après, je m'étais donné du temps pour voir si le papier allait être rétracté ou pas, et puis quelle justification allait être donnée par rapport à cet article par les éditeurs, et puis quelles allaient être les réactions des auteurs. Donc je vous livre assez rapidement tout ce qui s'est passé. Donc c'est le 22 juin que les éditeurs ont décidé de rétracter le papier en mettant un court paragraphe sur leur site internet disant voilà, on a vu qu'il y avait des problèmes, on a décidé de le rétracter. Et encore, la justification qu'ils ont, c'est l'auteur nous a demandé de le rétracter. Si on lit la première phrase, il est écrit: en juin 2020, Cory Clark et tous les autres auteurs ont demandé formellement de rétracter l'article qui s'appelle, etc., etc. L'éditeur en chef Patricia Bauer a honoré cette requête et a mis une notice de rétractation. Voilà, donc rien n'est dit sur les problèmes racistes, rien n'est dit sur les problèmes de méthodologie, rien n'est dit sur tous les problèmes dont on a parlé depuis le début. Simplement, les auteurs nous ont dit qu'il y avait un problème, on a préféré le rétracter, c'est tout. En parallèle, et sur Twitter, les auteurs ont aussi émis leur petit avis, ou en tout cas ont écrit un petit texte pour dire ce qu'ils en pensaient. L'auteur principal, qui est Cory Clark, a fait un petit fil Twitter dans lequel elle dit deux choses principalement. Le premier, c'est que le problème principal pour elle dans cet article, c'est qu'ils ont fait des imputations de données à partir d'autres données. Donc vous savez, l'histoire ils ont fait des moyennes des QI aux alentours des pays africains pour trouver le QI d'autres pays africains. Pour elle, c'est ça le principal problème. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est que c'est pas la peine pour elle d'en discuter sur Twitter et que donc elle n'en parlera plus une fois que l'article sera rétracté. Le deuxième auteur, Azim Sharif, a fait exactement le même discours, copier-coller tout ce qui a été dit. Enfin, en tout cas, ils ont créé ce petit texte ensemble, et donc pour lui aussi, pas de problème, ni vu ni connu, on n'en discutera pas plus. Par contre, pour ce qui est du troisième auteur, qui s'appelle Beau Vinegar, là c'est un peu plus intéressant. Il nous dit, je cite, également, je reste sur ma dernière conclusion basique sur les données controversées. Je pense que le meilleur estimateur du QI des Africains subsahariens est de 75, donc sous-entendu, ils sont idiots. Cependant, certains des échantillons sont peut-être assez mauvais
et j'ai pas envie de perdre du temps en les défendant. Donc voilà, pour Bo Vinegar, une majorité des habitants des pays subsahariens ont un QI égal à des personnes qui auraient du mal à vivre en société s'ils étaient en France parce que trop faibles. Donc évidemment, ils n'ont pas évité des controverses à la suite de cette rétractation, notamment j'ai pointé 2 chercheurs, donc Taj Ray et Will Gervais. Donc on a déjà vu au début, ça fait partie des premiers à avoir démontré les problèmes méthodologiques qu'il y avait à l'intérieur de cet article. En gros, ce que disent ces 2 auteurs, ces 2 chercheurs, à la suite de cette rétractation, c'est qu'il y a 2 problèmes qui sont liés à cette rétractation. La première, c'est qu'on ne parle pas du tout de la responsabilité des éditeurs et de la responsabilité des reviewers. Les reviewers sont anonymes, l'éditeur en gros a dit circuler, il n'y a rien à voir. Et le deuxième problème qui est évidemment lié, c'est qu'on ne sait pas quel a été le processus qui a fait qu'on a pu publier cette étude. Sous-entendu, quand un reviewer dit ce papier je l'accepte ou pas, il est censé dire voilà tous les problèmes que j'ai trouvés dans l'article et voilà comment vous pourriez les adresser. Et donc là ce que dit Will Gervais c'est est-ce qu'il y en a un qui a parlé de racisme ou pas? Dans ce cas-là c'est grave, ça veut dire que l'éditeur n'a pas pris ces problèmes en compte. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les reviewers n'ont pas lu l'article. En tout cas on n'en sait rien, on n'a ni message de l'éditeur ni message des reviewers. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont posé des questions statistiques? Sous-entendu, est-ce qu'ils ont vraiment bien lu la méthode de l'article? Et comment leur a été expliqué l'article par l'éditeur? Tout ça sont des questions pour lesquelles on n'a aucune réponse parce que tout est fait sans aucune transparence. Et ce que dit Taj Ray, c'est que on ne peut pas à la fois défendre le processus éditorial, comme le fait l'éditeur en chef Patricia Bauer, en disant qu'il est excellent, il n'y a aucun problème, et en même temps rendre tout impossible à voir pour un œil extérieur. On ne sait pas qui sont les reviewers et ce qu'ils ont fait, on ne sait pas qui sont les éditeurs et ce qu'ils ont fait. En fait, personne n'est responsable finalement. On cache tout et il y a circulé, il n'y a rien à voir. Et là où ça devient encore plus intéressant, et c'est le dernier point de cette conclusion, c'est un post de Stephen Lindsay, qui était en fait l'ancien éditeur en chef d'APS. Alors Stephen Lindsay, il est très intéressant. En fait, c'est quelqu'un qui est très pro open data, transparence, faire les choses de manière la plus claire et transparente possible, la reproductibilité, etc. etc. Il fait partie des membres du SIPS, qui est la Society for the Improvement of Social Psychology. Donc tout un tas de mouvements qui sont là pour améliorer la transparence et la réplicabilité des recherches en psychologie sociale. Et c'était lui l'éditeur en chef à l'époque qui a accepté que l'on review cet article. Et en fait, lui, ce qu'il dit dedans, c'est que quand il a reçu l'article, en fait, l'éditeur en chef, il a un objectif, c'est de lire l'article assez rapidement et de voir en un minimum de temps possible si l'article est relativement intéressant pour pouvoir être publié. Si c'est le cas, il l'envoie à un éditeur qui, lui, fait un processus avec des reviewers. Lui, il est juste là un peu en tour de contrôle à dire ça, c'est sûr, ça passe pas, et ça, on peut voir si ça peut passer. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand il a reçu cet article, il l'a lu, il l'a envoyé à un éditeur, et pas à un seul moment, il ne s'est pas dit, il peut y avoir un problème raciste à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, disons que son poste est assez humble en ce sens, où il dit, en fait, le racisme est tellement systémique, il est tellement latent, que, en fait, si on n'a pas été formé et informé pour le reconnaître, on passe à côté. Et c'est un peu ça, finalement, un peu la conclusion que j'aurai dans cette vidéo, c'est que dans le milieu de la recherche, étant donné que c'est un milieu où la majorité des personnes sont des hommes blancs, principalement, on ne voit pas le racisme, on ne voit pas le sexisme parce qu'on n'est jamais touché. Et de ce fait, quand un reviewer qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre, enfin quand un éditeur en chef qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre de problème, en fait, qui n'est pas informé, qui voit pas ça, en fait, et qui lit un article comme ça, la première chose qu'il se dit n'est pas attention, danger, ça peut être un article raciste. Et ce qu'il dit, c'est ça peut être un article un peu controversé, c'est un article qui pose des problèmes, qui pose des questions, et qui de toute façon ne sera pas complet parce que les recherches scientifiques ne sont jamais complètes, mais qui en soi pourrait être intéressant. Et donc pour lui, il dit ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas 2 fois. Ce qu'il dit, c'est que maintenant qu'il a vu ce qui s'est passé, ça lui arrivera plus ça. Alors évidemment, c'est ce qu'il dit, c'est pas forcément la réalité, mais je trouve qu'en termes de conclusion et d'implication pour la suite, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de se dire, bah oui, en fait, on était complètement aveugle à ce genre de problématique.
au moins ce problème-là qui, en termes de ce journal, n'a pas du tout été bien traité, de ces auteurs n'a pas du tout été bien traité. Pour d'autres, peut-être que ça va avoir un axe d'amélioration, de se dire, la prochaine fois que je vois un article comme ça, je me poserai quand même 2 fois la question. Alors à l'heure où j'écris ces lignes, si vous voulez voir ce post de Stephen Lindsay, il est plus disponible en ligne, j'ai pu réussir à le trouver quand on clique sur le lien que je vous ai affiché. En fait, on n'arrive pas, il y a une page d'erreur, donc j'espère que ce sera rétabli rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on puisse garder une trace de ce post qui était plutôt bien fait et assez humble. Voilà, j'espère que cette histoire de cet article qui a été fait en psychologie sociale dans une des plus grandes revues qui existent en psychologie sociale, qui était vraiment une catastrophe pour voilà, les 2 derniers mois, qui en plus tombe au pire moment avec cette histoire de Black Lives Matter, qui vraiment doit aussi secouer d'une certaine manière le monde académique, qui n'est pas une tour d'ivoire et qui lui aussi a un racisme systémique qu'on ne voit pas forcément puisqu'il est systémique et dont il faut faire beaucoup plus attention. Et j'espère que cette vidéo va aussi contribuer à ce changement de paradigme, ce changement de mentalité dans la recherche, ou tout du moins que ça puisse vous informer sur ce qui a pu se passer et ce qui pourrait se repasser si on ne change rien, pour justement éviter de revoir ce même genre de procédé à l'œuvre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle a été très longue à tourner, il y a eu beaucoup d'informations à prendre, donc si vous le voulez bien, mettez un pouce bleu, parlez-en autour de vous, amenez les personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées par cette vidéo à la regarder. Voilà, et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook Dr Papers, sur Instagram Dr Papers, et puis sur Twitter j'ai mis mon nom, @Fillon. Comme ça vous pouvez voir tous les petits posts que je fais, tous les petits résumés d'articles sur la littérature scientifique actuelle que je fais. J'essaie d'en faire des posts tous les 2-3 jours, mettez des likes, partagez autour de vous, c'est comme ça qu'on arrivera à faire connaître ma chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.